Government is the problem. The American dream is dead. There is not a liberal America. Make America And a conservative America. great again. There is the United States of America. I solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ask not what your country can do for you. So help me God. Ask what you can do for your country. Congratulations, Mr. President. Bonjour et bienvenue dans 50 States, un podcast en 50 épisodes, 50 numéros pour parler des 50 États qui forment l'Amérique. Alors que la présidentielle américaine est lancée, on a voulu plonger dans ce pays immense, un pays qui doit beaucoup, qui doit tellement à la France et qui n'hésite pas à lui rendre hommage. Exemple, dans le Dakota du Sud, la capitale s'appelle Pierre, un nom français. En Louisiane, la capitale c'est Bâton Rouge, un nom français. Et aujourd'hui, nous partons dans le Maryland, un État qui doit carrément son nom à une Française, Henriette Marie, la fille d'un certain Henri IV. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Are you serious? Si vous ne connaissez pas les États-Unis, le Maryland, c'est un bon point de départ. Le prestigieux magazine National Geographic a en effet baptisé le Maryland l'Amérique en miniature, puisque dans cet État, on trouve à peu près tous les types de paysages américains. If you want to see what Maryland's really like, come with us. We've got tons of cool stuff we can show you. Come on. Le Maryland, c'est 6 millions d'habitants, une capitale, Annapolis, une ville célèbre, Baltimore, et un hymne officiel assez étonnant. Disons que son refrain va forcément vous faire penser à quelque chose. The Despotire is on my shore, Maryland, my Maryland, avenge the patriotic door that fleck the streets of Baltimore, and be the battle queen of York, Maryland, my Maryland. Et oui, c'est pas une blague, pendant des années, le Maryland a eu un hymne officiel qui reprenait les notes de Mon beau sapin, roi des forêts. Après tout, pourquoi pas, mais sachez que depuis 2021, c'est terminé, l'hymne officiel a été abandonné, car il fut écrit par un poète raciste, ancien confédéré, qui considérait Abraham Lincoln comme un despote. Bref, un personnage à oublier. God damn it! Dans le Maryland, on préfère une autre chanson écrite cette fois par un avocat connu partout et par tous dans le pays, Francis Scott Key. C'est dans le Maryland qu'il a écrit en 1814 The Star Spangled Banner, devenu hymne officiel non pas du Maryland, mais des États-Unis. Un autre poète a passé sa vie et repose pour toujours dans le Maryland, c'est Edgar Allan Poe, figure de la littérature US. Un de ses romans cultes, c'est The Raven, le corbeau en français, et c'est en hommage à ce roman, et donc à son auteur, que l'équipe de foot US de Baltimore s'appelle les Ravens de Baltimore. Depuis plus de 30 ans, dans le match pour la présidentielle, le Maryland a toujours voté pour le candidat ou la candidate démocrate. Victory for Barack Obama in Maryland by a significant margin. Pas vraiment de suspense, donc dans cet état situé tout près, mais alors vraiment tout près de la Maison-Blanche, et c'est d'ailleurs sur cette proximité entre le Maryland et Washington DC qu'on va commencer ce podcast. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le président américain s'appelle Franklin Delano Roosevelt. Comme tous les présidents américains, son bureau, c'est le bureau ovale, et sa maison, c'est la Maison Blanche. Mais quand il éprouve le besoin d'aller prendre l'air pour quelques jours, Roosevelt quitte Washington et monte à bord de son yacht présidentiel, le Potomac. Un yacht confortable, très confortable. J'ai dépensé sans compter. Mais qui ne rassure pas le Secret Service, les hommes qui doivent protéger le président. Car depuis l'entrée en guerre des États-Unis, l'Atlantique s'est transformé en no-go zone. Potentiellement, les sous-marins allemands, les fameux U-boats, sont dans le coin et un missile est vite parti. Torpedoes, direct front.
Alors il faut trouver un autre endroit pour que le président puisse aller se relaxer et être au calme. Seule consigne donnée par Roosevelt, ce nouvel endroit devra être à 100 miles maximum de la Maison-Blanche. Alors on prend un compas, on trace un cercle et on regarde tout ce qui se trouve dans un rayon de 100 miles autour du bureau ovale. Et le choix du président va se porter sur une résidence qui hébergeait jusque-là des employés fédéraux et leurs familles. Niveau localisation, c'est impeccable, c'est dans le Maryland, à 60 miles à peine de la Maison-Blanche, soit 96 km, ça va, c'est tout près. It's perfect for us. A small family place, good food, everyone minds his business. It's perfect. Roosevelt va baptiser ce lieu le Shangri-La, en hommage à son livre préféré Lost Horizon de James Hilton, qui décrit une cité utopique aux confins du Tibet, le Shangri-La. Donc, Welcome to the Shangri-La. Après Roosevelt, c'est Harry Truman qui devient président et qui aura les clés. Puis c'est au tour de Dwight Eisenhower qui adore la résidence mais qui n'aime pas du tout le nom Shangri-La. Alors, il va en changer, après tout, c'est lui le président. Yeah, that's right. Et puisque son petit-fils qui vient de naître s'appelle David, alors dorénavant, la résidence présidentielle s'appellera Camp David. Wow. Et dans l'histoire américaine, Camp David a une place capitale, car il ne s'agira pas que d'une simple maison de repos pour le week-end. Non, président après président, l'endroit devient vite très politique et se transforme en outil diplomatique. À Camp David, dans le Maryland, tout est moins guindé qu'à la Maison-Blanche. On peut se parler plus normalement, plus directement. Alors les présidents américains reçoivent du monde, beaucoup de monde. Winston Churchill, Hello. Nikita Khrouchtchev, Margaret Thatcher, Vladimir Poutine. Всем привет. Tous sont venus dans le Maryland. Mais ce sont deux invités en particulier qui marqueront les esprits. Nous sommes le 17 septembre 1978, le président américain s'appelle Jimmy Carter, et c'est à Camp David qu'il a invité le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin. Après 13 jours de négociations, les deux hommes vont signer un traité de paix. Ladies and gentlemen, today is an historic moment. Oui, le tout premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, ce sont les accords historiques de Camp David, et ils furent donc signés dans ce cadre magnifique, dans cette Amérique en miniature qu'on appelle le Maryland. Pour mieux comprendre et mieux connaître le Maryland, on a voulu zoomer sur sa ville principale, Baltimore, une ville que vous connaissez peut-être grâce à la série The Wire, un drame policier en 5 saisons et 60 épisodes, une série que connaît bien Mathieu Chorong, docteur en géographie, qui a posé ses valises à Baltimore pour ses travaux de recherche, un invité clé en main pour cet épisode sur le Maryland. Bonjour 50 States, je m'appelle Mathieu Chorong, je suis enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Paris et je suis spécialiste des États-Unis depuis environ une dizaine d'années. Dans l'état du Maryland, il y a donc une ville que vous connaissez bien, c'est Baltimore. Question simple, pourquoi Baltimore ? Baltimore était une ville qui m'intéressait, qui m'intriguait. C'était l'une des villes les plus prospères et les plus puissantes depuis le 19e siècle. Ça a même été pendant quelques années une ville plus prospère et un port plus prospère que Philadelphie et que New York. Ça a été notamment l'un des berceaux de naissance de cet immense secteur économique de la conserverie. Baltimore est l'un des berceaux de la mise en conserve et de la création des boîtes de conserve et qui a donné l'une des premières grandes activités au port de Baltimore. Bon, on vient d'apprendre que quand on ouvre une boîte de conserve, c'est un peu grâce à la ville de Baltimore. Merci pour cette info. Qu'est-ce qui vous a frappé d'autre dans cette ville ? L'un des joyaux de la ville de Baltimore, c'est l'une des plus belles bibliothèques du monde, qui est souvent d'ailleurs dans les classements internationaux qui se trouve là, qui est un bijou, qui se situe dans le quartier historique, à proximité du quartier où se trouve l'essentiel des grandes églises et de la cathédrale de Baltimore. Et c'est une bibliothèque que l'on peut visiter d'ailleurs librement. Et en fait, c'est justement l'un des témoignages de ce passé industriel extrêmement riche, où on avait des magnats de l'industrie qui se trouvaient dans cette ville et qui ont financé la construction de bâtiments devenus historiques absolument magnifiques, et notamment cette fameuse bibliothèque qui reste encore aujourd'hui l'un des joyaux du centre-ville. Si on met de côté cette bibliothèque qui a l'air magnifique, quand vous êtes arrivé la première fois à Baltimore, vous vous êtes dit quoi ? Parce que Baltimore n'a pas une super image comme ça de loin dans nos esprits.
J'ai découvert une ville très ségrégée, avec une séparation extrêmement forte entre des quartiers résidentiels plutôt aisés et au contraire des quartiers très pauvres qui sont même devenus ce que certains chercheurs appellent des hyper-ghettos, c'est-à-dire des quartiers très ségrégés, presque fermés finalement au monde extérieur, qui sont gangrénés par la pauvreté, le chômage, la misère, qui malheureusement a été brillamment, mais malheureusement pour la ville, incarnée par la série The Wire, qui a mis en scène tout ce qui se passait dans l'un de ces hyper-ghettos justement, qui est le quartier de East Baltimore, et qui en fait est un quartier qui se situe à quelques rues du quartier d'affaires. On sort du quartier d'affaires à l'est, et en l'espace de quelques rues, de quelques minutes de marche, on se retrouve dans ce quartier de East Baltimore, qui est marqué par une hyperviolence, une criminalité généralisée. Vous avez été dans ce quartier ou franchement vous êtes arrêté un peu avant parce que ce quartier, je m'y suis vous pas n'êtes rendu. Pas kamikaze. Donc ce quartier d'East Baltimore, je m'y suis pas rendu. J'ai été déconseillé par des enseignants, par des connaissances qui connaissaient déjà un petit peu la ville. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les rares guides également qui peuvent exister sur Baltimore, ils mettent en garde les éventuels touristes ou les badauds qui voudraient s'aventurer dans cette partie de la ville. You can't even call the shit a war. Why not? Wars end. Fuck. Motherfuck. This America, man. À ce moment du podcast, on résume l'histoire. Baltimore, c'est plus ce que c'était. La ville a perdu de sa superbe industrielle, son port n'a plus le prestige d'antan et niveau tourisme, Baltimore fait un peu peur aux gens. En bref, on comprend mieux pourquoi la ville ne figure pas forcément dans le top 10 de vos prochaines destinations. Mais ne partez pas, le reste du Maryland mérite le coup d'œil. D'ailleurs, figurez-vous que si nous sommes tranquillement bien installés en train d'écouter 50 States, ce n'est pas uniquement grâce au Maryland, mais un peu quand même. Pour l'explication, merci de repartir quelques années en arrière. Nous sommes en janvier 2020 et dans les médias, voici les mots qui reviennent en boucle. Chine, Wuhan, pangolin, virus H5N1 ou plus simplement Covid-19. 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 Coronavirus. On pensait tous que ce scénario catastrophe était réservé pour Hollywood et puis c'est arrivé pour de vrai. Un virus, une pandémie, le monde entier qui se calfeutre, les écoles et les magasins qui ferment, les rues désertes, un film catastrophe. Mais dans la vraie vie... Is this it? Is this the end? Pour la grande majorité de la population, il n'y a qu'une seule chose à faire, rester chez soi, écouter les infos et attendre qu'on nous dise quoi faire. Ceux qui sont en première ligne pour abattre le virus, ce sont les chercheurs et les médecins. Leur job, leur mission, c'est de nous sortir de là. You guys are the real heroes. Aux États-Unis, le président Trump a beau qualifier le virus mortel de grippette, les scientifiques US continuent quand même de bosser sérieusement le sujet. Et quand on est la première puissance mondiale, forcément, on a un établissement à la pointe de la pointe, la crème de la crème. Bienvenue à la Johns Hopkins University, dans le Maryland. En termes de santé publique, c'est ce qu'on appelle la Big Boss. Rendez-vous compte, 39 prix Nobel sont issus de ses rangs, dont 19 en médecine. Johns Hopkins, c'est aussi l'université qui dépense le plus en recherche et développement. Tous les futurs médecins ou chercheurs en médecine rêvent donc d'intégrer cette université qui accueille des étudiants du monde entier et même de Chine. Hey, that's pretty good. Comme le jeune Eshen Dong. En décembre 2019, il est en première année de médecine, il prépare ce qu'on appelle son PhD, son doctorat. À la base, il travaille sur la rougeole, mais ce jeune homme est inquiet de ce qu'il se passe chez lui, en Chine. Il a de la famille à Wuhan, et certains de ses cousins font partie des premières personnes à être confinées. Il propose alors un café à sa directrice de thèse, Lauren Gardner, une spécialiste des maladies qui font flipper le monde entier. Il lui montre quelques chiffres et lui rapporte ce qu'a pu lui dire sa famille. Ensemble, ils se mettent au boulot et en seulement quelques heures, ils vont mettre au point une première cartographie du virus qu'ils mettent en ligne sur Twitter le 22 janvier. Rapidement, elle devient la boussole pour les journalistes, les chercheurs, les médecins, les hommes, les femmes politiques qui veulent comprendre et mesurer l'impact du virus. Alors qu'elle vient à peine d'être mise au point, leur carte va vite compter 1 milliard de vues par jour. That's quite big. L'université du Maryland devient le meilleur thermomètre de la situation, plus efficace que les autres États, plus efficace que l'OMS, plus efficace que les laboratoires, bref, plus efficace que tout le monde. I'm stronger, I'm smarter, I am better. Pendant 3 ans,
C'est donc la Johns Hopkins University qui était en première ligne dans le combat contre le virus. La prochaine fois que vous vous ferez tester avec un gros bâtonnet dans le nez, I don't feel so good. Aucun doute, vous y penserez, et vous penserez donc au Maryland. Après le virus, après le Covid, le monde entier a pu se remettre au boulot, et donc le Maryland, comme tout le monde, a repris le travail. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde, puisque dans le Maryland, le taux de chômage est ridicule, entre 1,6 et 2%, un chiffre qui ferait rêver notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. I'm confident. Le taux de chômage du Maryland, c'est tout simplement le plus faible taux de tous les États-Unis. Si l'économie marche aussi fort là-bas, c'est avant tout grâce à sa proximité avec la capitale, Washington. Il y a beaucoup de fonctionnaires, un grand nombre d'emplois dans l'éducation, la santé, il y a aussi une base militaire très importante, Fort Meade, avec beaucoup d'emplois à la clé. Sir, yes, sir! Bref, l'économie cartonne, le Maryland a des sous, beaucoup de sous, et grâce à cette santé insolente, l'État a pris une décision forte en ce début d'année 2024, puisque depuis le 1er janvier, le Maryland a décidé de faire passer le salaire minimum à $15 par heure. Here we go. L'occasion de revenir rapidement sur l'histoire du salaire minimum aux États-Unis, une histoire qui commence dans les années 30, quand l'Amérique est à genoux, terrassée par la crise de 29. Franklin Delano Roosevelt prend alors les commandes du pays et va relancer l'économie grâce à 2 mots qu'on a tous appris à l'école, New Deal. That is really very simple and very practical. Et dans ce New Deal, il est question d'un salaire minimum qui sera définitivement voté dans une loi de 1938. Il évoluera, mais pas très vite, jusqu'à passer à $7,25 de l'heure en 2009, un chiffre encore en vigueur aujourd'hui. Une fois installé à la Maison-Blanche, Joe Biden a fait une promesse. Avant la fin de son mandat, il veut doubler ce salaire minimum et le faire passer à $15 de l'heure, mais pour l'instant, ça n'avance pas des masses. En revanche, dans le Maryland, c'est fait. Le gouverneur a signé la loi. Oui, parce que quand il s'agit de salaire minimum, les États ont le droit de faire ce qu'ils veulent. L'homme qui a signé la loi, c'est donc le gouverneur du Maryland. Il s'appelle Wes Moore et c'est un homme qui mérite quelques minutes d'attention. Hey Maryland, it's Governor Wes Moore. So we've had a lot of really big news coming out of Maryland recently. Wes Moore est né à Tacoma Park dans le Maryland. Il grandit dans le Bronx à New York, mais comme il fait pas mal de bêtises et que sa mère n'arrive pas à le cadrer, c'est direction l'académie militaire. I got your name. I got your ass. You will learn by the numbers. I will teach you. Sir, yes sir. Il va y apprendre l'ordre et la discipline, qui lui seront utiles à la Johns Hopkins University que vous connaissez désormais, où il cartonne tellement qu'il obtient une bourse pour aller étudier à Oxford. Son parcours est exemplaire, mais Wes Moore, qui commence à avoir un CV pépite, va faire le choix de l'uniforme et de l'armée US, direction la guerre et l'Afghanistan. Il revient en héros et tape dans l'œil d'un certain Barack Obama. Nous sommes en 2007, Obama est candidat à la Maison-Blanche et à la grande convention démocrate qui doit propulser sa candidature. C'est à Wes Moore qu'il confie le soin de prendre la parole. Please, let's work together to make Senator Barack Obama President Barack Obama. Thank you so much and God bless you. À ce moment-là, tout le monde se dit que Wes Moore va se lancer en politique, mais pas du tout. Il va d'abord faire 1000 boulots, la banque, les ONG, mais aussi la télé. Il devient un producteur d'émissions pour Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine. Here we go. Qui va remarquer le talent politique de Wes Moore, le pousser à se jeter dans l'arène. Et en 2022, quand Wes Moore est élu gouverneur, c'est Oprah qui fera le speech d'introduction. It is my honor to introduce you as my friend, as a man I truly respect, and I know that with Wes Moore as your governor, Maryland's best days lie ahead. Si Oprah est aussi fière, c'est parce que Wes Moore n'a pas simplement été élu gouverneur, il est aussi devenu le premier gouverneur noir dans l'histoire du Maryland.
Toute sa campagne, il l'a faite sur la protection de l'avortement, la pauvreté des enfants et le contrôle des armes à feu. Aujourd'hui, Wes Moore est un des nouveaux chouchous de Joe Biden qui se marre à ses côtés dans les meetings. You got a hell of a new governor in Wes Moore, I tell you. He's the real deal, and the boy looks like he can still play. He got some guns on him. Joe Biden compte à fond sur Wes Moore pour 2024, mais il ne suffira pas de gagner le Maryland pour remporter la Maison-Blanche. Les États-Unis, c'est 50 États, que vous pourrez bientôt retrouver dans un nouveau numéro de 50 States.